En tant que kinésiologue, dans le centre. Enfin, merci de me faire passer après le docteur Joussla. le micro plus près. Mais juste un peu plus de pression. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de souci. Une seule chose, je voulais remercier Capucine. Cette journée, elle est vraiment intéressante de revoir des anciens visages, des visages qu'on n'a pas vus depuis des années. C'est vraiment agréable et ça nous ramène à des partages exceptionnels, de rire et de pleurs, surtout quand on passait sur la table après Jean-Claude. Non, voilà. Bon, donc on va... Non, pas du tout. Non, je me suis posé beaucoup de questions sur ce thème, quand même, l'accompagnement en fin de vie. Quand Capucine m'a contactée, je me suis dit, mais comment je vais présenter ça? Quel sujet? Des sujets qui nous touchent tous, tout au long de notre vie. Et je me suis dit, je vais expliquer exactement ce que je vis un petit peu tous les jours lorsque je suis contactée par les centres de soins palliatifs. Alors déjà, pour vous me présenter, je suis Françoise, kinésiologue sur Dijon, maman d'une jeune fille de 21 ans qui est dans la salle. Je viens d'un monde de l'automobile, un monde des affaires, un monde du commerce, donc très très loin de la kinésiologie pendant des années. Et du coup, au cours de ma vie, je me suis retrouvée très souvent dans les centres de soins palliatifs par rapport à ma vie privée. Donc j'ai rencontré toutes ces équipes. Enfin, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance de connaître un centre exceptionnel avec des gens exceptionnels. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans ces centres nous disent souvent « je ne ferai rien d'autre ». Ils se donnent à fond. Et donc j'ai recueilli beaucoup d'informations de ces équipes, des patients, des malades, des familles. Et tout ça, je l'ai un petit peu regroupé. J'en ai fait une synthèse pour vous donner un petit peu mon ressenti de ce que je vis. En tout cas, merci à toutes les personnes de m'avoir fait confiance pour ça. Alors, avant cette présentation, je veux vraiment insister sur la posture de l'accompagnant. Je vais parler de la posture de l'accompagnant, de la crise existentielle qui, pour moi, est la fin de vie, la douleur globale que je remarque et comment la kinésiologie, elle peut intervenir en parallèle dans ces centres, comment je la pratique, où je la pratique et ce que je remarque. Donc je vais découler un petit peu comme ça. Alors, la posture de l'accompagnant, pour moi, c'est essentiel. Alors déjà, la définition la plus simple, c'est marcher avec, aller ensemble dans la même direction, dans la direction que la personne a choisie, et à respecter ce choix. Ça, c'est un minimum. Si on n'a pas cette posture, ça sera très délicat d'accompagner les gens, quels qu'ils soient. Bien sûr, l'idéal, c'est d'arriver à les accompagner à cette plénitude, à cet apaisement. Bien sûr, c'est un idéal. Mais parfois, il y a du réalisme et puis il y a de l'individualité dans chaque personne. Ils ont leurs histoires de vie, ils ont leur famille, ils ont leurs douleurs. Et voilà, nous sommes accompagnants. Nous n'avons pas à juger quoi que ce soit, on s'adapte. Et justement, il y a pour moi des mots très, très importants dans l'accompagnement. C'est l'accueil, la bienveillance, le non-jugement, le respect. Et il y a 3 mots principaux qu'on va retrouver par rapport au discours du docteur. C'est avoir du temps, savoir écouter et s'adapter. Quelque part, quand on arrive là-bas, c'est comme si on était un peu à poil. C'est-à-dire nos croyances, nos vies, nos blessures, tout ça, on se libère. Enfin, on se libère. En tout cas, on est avec soi-même et on ne pense à rien. Quand on pousse une porte, on pousse la porte et on est à poil de tout. Enfin, c'est peut-être un peu violent de le dire comme ça, mais il faut se libérer de tout. Pourquoi? Parce qu'on peut être confronté à certaines choses, c'est-à-dire nous ne sommes pas médecins, nous avons notre parcours, vous avez chacun le vôtre, nous sommes avec des équipes de soignants, des médecins qui ont eux ou des infirmiers qui ont eux leur parcours et leur savoir. Nous arrivons avec notre technique, avec ce que l'on est, avec notre parcours. Donc ça, c'est important de respecter cette place. Si nous voulons être accueillis dans les centres, il faut arriver avec cette humilité, absolument. Absolument. Ne pas dire j'ai une technique, c'est la meilleure et moi je vais vous sauver. Ça, le docteur l'a précisé et c'est un minimum. Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer,
elles sont surtout par rapport à nos vies. On a nos peurs, on a nos parcours, nos blessures, nos familles, nos éducations, et on peut être des fois confronté à un blocage face à une personne comme ça qu'on accompagne. J'ai quelques exemples. On peut rentrer dans une forme de mensonge. Alors c'est peut-être un peu fort le mensonge, mais si une personne vous parle de sa maladie, d'un cancer du foie, vous écoutez tout ça. Si vous revoyez la personne le lendemain et qu'elle vous reparle de sa maladie, ou que vous êtes plus ou moins à parler de cette maladie, même si en général on ne parle pas du tout de quoi que ce soit, il ne faut pas rentrer dans d'autres termes, du genre votre hépatite. Mais c'est pas forcément volontaire. C'est notre vie ou nos peurs, parler de la maladie, ça nous ramène peut-être quelque part, qui fait que on rentre dans une forme de mensonge qui peut être quand même très, très embêtante. Il y a aussi une banalisation, c'est-à-dire prendre en charge la maladie et plus la personne, ne pas la voir, hein, une banalisation. Donc ça peut être aussi par rapport à nos propres peurs. Alors, ne pas entretenir forcément, alors ça c'est toutes mes remarques, après on pourra peut-être en parler ou le docteur Jousselin pourra intervenir, pas entretenir d'espoir. La personne elle est là dans sa maladie, elle en est à tel stade, on s'adapte à ce stade et on n'a pas à imaginer quoi que ce soit pour la personne. On s'adapte. Hein. On est en empathie avec la personne. Mais ça peut être aussi, ça va vite hein, dans une discussion. On peut vite être parti quelque part d'un côté ou de l'autre par rapport à notre expérience de vie ou à nos propres douleurs. Hein. Donc ça peut aller très vite. L'évitement aussi, hein, ne plus regarder la personne. J'ai le souvenir d'un monsieur qui avait une tumeur au cerveau, là, qui était très apparente, et elle tenait même avec un filet, donc l'équipe m'a dit, bon, ok, tu y vas, mais voilà, il est dans tel état, si tu peux, tu y vas, sinon tu n'y vas pas. Et quand on pousse la porte, on est là, face à cet homme, cette personne, et il faut l'évitement, c'est-à-dire ne regarder la personne, être avec cette personne, ne pas regarder que l'infirmier ou le médecin, hein, parce que l'évitement, vous ne pourrez plus du tout être dans l'accompagnement. La dérision aussi, prendre beaucoup de distance par rapport à la personne ou à la maladie. Ouais, ça nous dépasse. Non, il faut être quand même là, hein, à part entière. Alors, j'avais trouvé, donc pour moi, la posture de l'accompagnant et rester à sa place, c'est un minimum pour pouvoir accompagner en fin de vie. Alors, j'avais trouvé dans un livre, c'est le docteur Piot, un petit paragraphe que je voudrais vous lire parce que je trouve que c'est la conclusion de cette posture. C'est accompagner le malade, c'est être auprès de lui, là où il en est, dans ses pensées, ses angoisses, quand il le désire. C'est respecter son rythme, son cheminement. C'est lui permettre d'exister en tant qu'être humain et non en tant qu'objet de soin. Alors, bon, c'est l'accompagnement en fin de vie. De ce que j'ai pu remarquer, je pourrais parler de crise existentielle. Alors, je ne sais pas si on sera tous d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est un concept particulier qui remet en cause toute notre carte de notre vie. Hein, notre carte. C'est-à-dire, ça remet en cause notre vie, l'existence du monde, le pourquoi, le comment. On remet tout en... Et tout explose. Et tout explose à ce moment-là. On se trouve un peu seul parce que tout explose. Tous nos schémas de vie explosent. Et quand on vit ça avec des étapes différentes. C'est un peu des étapes de deuil, mais les étapes sont très différentes. Et on les vit plusieurs fois dans notre vie. Parce qu'une crise existentielle, on peut la vivre suite à une rupture, suite à des deuils, suite à des abandons, on change de travail. Et puis il y a une crise qui est importante dans nos vies, souvent c'est l'adolescence. Hein, crise existentielle d'adolescence. Et alors, j'ai remarqué plusieurs étapes. Alors, je vais vous donner des exemples. La sidération. J'ai l'exemple d'un petit monsieur, Luc, quand il est rentré dans ce centre, puis qu'il a appris vraiment qu'il lui restait peu de temps, il est rentré dans un mutisme, sidération. Plus de communication avec qui que ce soit. Hein. Il était parti 4 jours comme ça. Voilà. Et ça a mis un certain temps. Donc il y a la sidération. Il y a le déni aussi. L'exemple d'une personne qui arrive là-bas, que je suivais en kinésiologie depuis 6 mois en cabinet, et elle a souhaité que je la suive au niveau du centre. Et quand elle est arrivée dans ce centre, elle faisait tellement de déni qu'elle est arrivée, mais alors pomponner les talons hauts, le pantalon en cuir avec ses bijoux et autres, on l'installe dans la chambre. À ce moment-là, elle sort tous ses bijoux et elle dit où est le coffre, parce que je récupérerai mes bijoux quand je sortirai.
Voilà. Voilà. Vous voyez le déni jusqu'où ça peut aller, hein, c'est très très fort, hein, très très fort. Mais elle faisait comme elle pouvait. Hein. Bon, la colère, des gens qui hurlent, qui tapent partout, c'est pas juste, je veux pas, et qui sont qui peuvent être bloqués très très vite dans la colère. Alors, il y a autre chose, j'arrivais pas à trouver de nom, mais c'est l'équipe, c'est un infirmier qui m'a dit, il appelle ça le marchandage. Ça fait peut-être un peu bizarre, mais c'est un monsieur qui n'arrêtait pas de dire, mais si je fais ça maintenant, est-ce que ça ira? Si je fais telle chose, et je vous promets, je vous jure, et prêt à tout. Hein. On arrive dans un système aussi qui peut durer quelques temps. Et puis bien sûr, on rêve tous d'arriver à l'acceptation, c'est-à-dire avoir le temps d'exprimer ses souhaits, de dire au revoir, hein, l'acceptation. Alors, toutes ces étapes, certains peuvent être bloqués dans certaines étapes, elles peuvent passer d'une étape à l'autre, il n'y a pas d'ordre. Et même dans une discussion, dans un partage, on peut connaître plusieurs étapes, on peut passer d'une étape à l'autre. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la famille, bon, j'ai pas le temps, je ne vais pas insister sur la famille, mais la famille vit les mêmes étapes. Et là, en tant que kinésiologue, c'est très délicat parce qu'il faut rester à sa place. Il ne faut pas être happé par la famille. Le malade qui est là, qui vous attend, il a besoin de votre présence et de votre attention. Et il faut être avec lui. Il ne faut pas être happé par la souffrance de la famille. La souffrance de la famille est là, elle est présente, elle passe par ces étapes. Et si on doit suivre la famille, moi je leur dis, je vous verrai, mais au cabinet, on prend rendez-vous. Mais il faut être très 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 vigilant. On est happé par tout ça. C'est un tourbillon qui peut très très vite vous emmener. Donc ça c'est faut en tenir compte. Alors après, la remarque, c'est la douleur globale. Il est difficile de parler d'une douleur qu'une douleur physique. Pourquoi douleur globale? Eh bien, on a la douleur physique, on la voit très rapidement. On a une douleur psychologique, on peut avoir aussi une douleur sociale, une douleur spirituelle. Alors psychologique, je me suis rendu compte qu'elle apparaissait vraiment souvent quand les gens n'avaient pas terminé certains deuils, certaines séparations, ils sont dans une douleur psychologique très forte qui peut activer également la douleur physique. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler que de douleur physique. La douleur sociale, j'ai souvenir d'un monsieur très très grande haute responsabilité sur Dijon, donc qui travaillait 80% de son temps, il n'existait que par rapport à sa vie sociale, et quand il arrive là, eh bien, tout change. On se retrouve soi avec soi, et tout ça n'a plus d'importance. Et pourtant, c'était son moteur de vie. Il était bloqué dans sa douleur. Et bien sûr, on a une douleur spirituelle qui fait référence à toute une vie, au passé, au présent, au futur, toutes ces questions de l'existence, de la vie. Et parfois, les gens sont en boucle avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'une douleur globale qui est liée à la crise existentielle. Et comment, cette douleur, comment elle peut s'exprimer par des plaintes, par des vagues d'émotions, par des angoisses. Puis on remarque, je remarquais aussi des comportements phobiques, parfois compulsifs. Tout se modifie. Obsessionnel, bien sûr. Non. En tout cas, cette souffrance se manifeste différemment, toujours en fonction de la vie des gens, où ils en sont, ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont travaillé, pas travaillé, de ce qu'ils n'ont pas dit. Et, en tout cas, la maladie est un traumatisme à part entière. Alors, la question, la kinésiologie, est-ce qu'elle a sa place? Je pense que vous avez vu la réponse. En effet, nous avons notre place. Si nous savons garder aussi notre place, si nous savons avoir cette justesse dans l'accompagnement. Mais nous avons notre place. Avec l'équipe du centre, ils parlent énormément, ils sont dans une grande frustration de ne pas avoir de temps. Ce temps d'écouter. Ils m'ont tous dit, l'accompagnement, c'est du temps et de l'écoute. Et comme nous n'avons pas ça, nous sommes très frustrés. Et d'où parfois ma venue dans ce centre, car j'ai ce temps d'écoute. Donc oui, nous avons notre place.
car nous regardons en plus l'individu dans sa globalité, où il en est physiquement, psychologiquement, mentalement, moralement. Donc, alors, j'interviens dans les dans les centres de soins palliatifs, comme vous l'avez compris, et j'interviens également au cabinet, c'est-à-dire que je peux suivre les gens le temps de leur longue maladie ou pas, et puis s'ils me le demandent, je vais chez eux, s'ils le souhaitent, ou au centre. Alors, là, les mots sont importants, c'est-à-dire que écouter, marcher avec, aller ensemble dans la même direction, c'est un minimum. C'est un minimum. Écouter et s'adapter. Donc du temps, de l'écoute et de l'adaptation. J'ai un exemple. Calife, monsieur, il voulait que je le suive jusqu'à la fin chez lui. Et du coup, je suis arrivée, monsieur, musulman. Il était au milieu de sa salle à manger, au milieu, avec toute sa famille autour, hein, qui en cercle. Tout le monde était là, tout le monde regardait. Donc j'avais une dizaine de personnes comme ça autour de lui. Et vous arrivez, vous poussez la porte, là vous vous adaptez. Hein. C'est quand je dis on est à poil, on est à poil. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de croyance, il n'y a plus rien. Vous êtes là, vous, avec vous, le plus simplement et puis le plus humblement. Donc de passer, voilà, d'avoir ces regards, de les oublier, hein, de passer et d'aller vers cette personne. En tout cas, une chose est sûre, je suis d'accord avec le docteur Jousselin, il faut demander l'autorisation, même si la personne m'a appelé, sa femme m'a appelé, je demande l'autorisation de m'approcher de lui. Pourquoi? Il m'a appelé il y a peut-être 48 heures. Peut-être qu'aujourd'hui, là, il ne veut plus. Il est en droit de ne plus vouloir. On s'adapte à ça. C'est peut-être plus le moment, peut-être que c'est demain ou pas du tout. Donc il y a une adaptation, il y a une autorisation. On demande l'autorisation de s'approcher de la personne. Une fois qu'on s'approche de la personne, je demande son autorisation de le toucher. Hein, de le toucher. Alors, je travaille beaucoup avec le pouls. Parce que les gens, parfois, n'ont plus envie qu'on les touche, enfin qu'en tout cas, qu'on prend un muscle quel qu'il soit et tout. Donc je travaille énormément avec le pouls. Et d'ailleurs, pour travailler avec le pouls, c'est quelque chose que je vous dis maintenant, lorsque je termine une séance de kinésiologie, je termine toujours avec le pouls. C'est-à-dire que je contacte avec la personne et puis je demande si ma séance est terminée et tout. Je le fais avec le pouls. Plus vous stimulez, plus vous avez dû toucher et vous verrez que le pouls, vous le trouverez très facilement par la suite. Donc ça, c'est le travail du moment que vous ne pouvez plus bouger si la personne n'est pas mobile. C'est à nous de nous adapter à la personne d'où elle en est. Donc le pouls. Et ce monsieur ne voulait plus parler. Donc j'ai dû m'adapter à leur choix, hein, d'être là au milieu de la salle avec toute la famille autour. Et il avait juste une petite chose à dire à la famille, mais il n'arrivait pas à l'exprimer. Donc là, mon rôle, c'était de l'écouter avec très peu de mots. Bon, je me souviens lui avoir fait un peu de PNV, des choses comme ça pour apaiser. Et puis, je devais délivrer un message à la famille. Il ne trouvait plus les mots, il pouvait me l'exprimer, mais il ne pouvait plus l'exprimer à la famille. Il voulait être fort pour sa famille jusqu'au bout, donc ces mots-là, il ne pouvait pas les... Voilà. Donc, à ce moment-là, je m'adapte. Je m'adapte à ça. Si c'est ça, ben c'est ça. Hein. Et après, d'ailleurs, je lui ai fait un tout petit peu d'hypnose, et puis on a discuté avec la famille. Donc c'est une adaptation permanente, et toucher. Alors c'est vrai que j'ai remarqué, toucher la personne, tenir sa main, tenir le pouls, faire un FO, des PNV, pas grand-chose. Alors qu'est-ce que je fais en général? Alors là, je suis en train de le noter pour recentrer tout ça, mais je brosse des méridiens. Souvent brosser les méridiens, des points très précis, connexion au bas, de l'aura, et puis parfois des choses très simples. Alors quand je parle d'adaptation, il faut être un peu créatif aussi. J'ai souvenir d'une jeune femme, donc les PNV, et après il fallait que je fasse autre chose. Cette autre chose, c'est pas dans les bouquins, je ne savais pas, donc je me suis dit, bon, massage, je fais mes petits, hein, je laisse venir. Et puis, alors, je l'ai massé, je vais masser la paume de la main avec une huile qu'il l'a ramenée, elle a choisi son huile, qu'il l'a ramenée dans son enfance, et puis je lui ai massé la main. Et quelques minutes après, elle a craqué. Cette vague de tristesse où elle était bloquée, elle l'a lâchée. Elle l'a lâchée, on a fait un peu d'hypnose après, et après, elle est passée à une acceptation, et elle a fait son chemin. Voilà, c'est une adaptation perpétuelle de tout.
Et en discutant avec le docteur Jousselin, il m'avait fait une réflexion au téléphone. Je parlais beaucoup de protocole, parce que je n'avais pas d'autre mot que le protocole. Et il a raison, en fin de compte, on n'a pas de protocole particulier, enfin très précis. Enfin, dit, je prends des petits morceaux, je prends des petits morceaux, mais je m'adapte tout le temps. Et je pense que le plus beau protocole, et c'est vous qui me l'avez quelque part induite, c'est la présence bienveillante et l'écoute respectueuse sont un protocole à part entière. Et c'est le protocole de l'accompagnement de fin de vie. Voilà. On avait, à un moment donné dans ma vie de cabinet, puisque je suis juste à côté, il s'est avéré que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de personnes en pathologie très très lourde et d'accompagnement en fin de vie. Voilà, je n'étais absolument pas préparé, moi c'est comme ça, c'est venu à moi. Il m'est arrivé, trois expériences, et heureusement que j'avais à l'époque aussi un suivi, je voulais le terme, on en parlait, en supervision. 3 cas où les personnes, au moment où elles ont compris, elles ont eu le déclic de pourquoi leur maladie, de pourquoi leur souffrance. Au lieu d'aller vers une rémission et au lieu de décider de guérir, se sont laissées aller, c'est-à-dire qu'elles ont même décidé d'arrêter la chimio, elles ont décidé d'arrêter tout traitement. Alors au début, ça m'a fait extrêmement bizarre et j'ai même culpabilisé. Et quelques mois après, j'ai revu la famille, et ces 3 familles m'ont dit « Eh bien merci, parce qu'elles sont parties, ces personnes, dans un état de bien-être, de repos, absolument, ouais, voilà. » Alors je voulais savoir si toi, tu as déjà eu cette expérience. Oui, bien sûr. L'acceptation, dès qu'il y a l'acceptation. Ouais. Ouais. Alors après, qu'elle décide d'arrêter la chimio et tout, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que là-dessus, moi, je me prononce jamais. Bien sûr que oui. Donc là, je laisse faire, il y a des gens qui sont compétents en la matière, mais émotionnellement, du moment que tu l'accompagnes et qu'elle arrive à une certaine acceptation, la personne, après, elle fait son choix, libre arbitre à chacun, et puis elle part quand elle doit partir. Oui, bien sûr. Ok, merci. Je te remercie aussi d'avoir parlé du pouls. Je fais beaucoup de recherches, et notamment pour travailler avec des personnes handicapées, des personnes paralysées, et je pense qu'effectivement le test est quelquefois absolument compliqué, et la solution va vers le pouls, c'est-à-dire le RAC, la réaction auriculocellulaire. Tout à fait. Et que même avec les enfants en bas âge, on a d'excellents résultats. Voilà, donc merci d'avoir parlé. Alors, je voulais rajouter quelque chose au niveau des centres de soins palliatifs. Donc j'y vais depuis des années, j'ai vu une évolution, ça il faut en parler. Il y a quelques années, quand j'allais là-bas, j'y allais toujours. La personne m'appelait, parce que par exemple je la suivais des gens kinésio ou pas. J'avais l'accord de la famille et l'accord de l'équipe. Je n'arrivais pas comme ça dans un centre. Et il y a quelques années, on savait que je venais, ils acceptaient, mais ils ne me voyaient pas. On se disait bonjour de loin, les médecins me faisaient un signe de la tête, l'air de dire elle fait bien ce qu'elle veut, nous on ne veut pas savoir. Ok, c'était entre nous, il n'y avait pas de souci. Moi je respectais leur travail, ils respectaient le mien. Et au fil du temps, il y a très peu de temps, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que l'équipe des infirmiers ont demandé un entretien avec la responsable de centre et on dit, on appelle Françoise, vous le savez, vous êtes d'accord, nous on veut que ça soit reconnu, on veut qu'elle arrive, qu'on la salue, qu'on discute avec elle et tout ça. Et elle a accepté. Donc l'hôpital, le centre m'appelle directement. On m'explique un petit peu où en est la personne. Bon, au niveau médical, je n'ai pas la connaissance, donc j'écoute, mais voilà. Mais au niveau psychologique, tout le monde me dit, tiens, on a vu la psychologue, là, il s'est passé telle et telle chose. Mais on m'explique. Donc il y a une évolution quand même, la porte est ouverte, mais toujours si on respecte le travail de chacun et si on reste à sa place. On est kinésiologue et en disant ça, c'est pas du tout enfermant, au contraire, c'est nos limites. On a la chance d'avoir un peu de temps, d'avoir une ouverture de partout, ce n'est pas limitant. Il faut y aller, mais avec beaucoup d'humilité et rester à sa place. Et on peut vraiment accompagner, on peut travailler en parallèle, c'est vraiment le terme, vraiment, vraiment, vraiment. Ça dépend de vous, je crois, c'est vous, c'est vous avec vous.
Alors, Donc oui, ça commence à s'ouvrir. Alors je dis pas que c'est simple, hein. Moi je rencontre deux problèmes, avec la psychologue et avec l'aumônier. Voilà, l'aumônier il est inquiet. C'est intéressant. Avec la psychologue, moi j'ai fait des séances sur le psychologue. Et après, elles m'ont adhéré tout à fait. Ah oui, bon je crois qu'elle veut pas que je l'approche. Non, puis je respecte, mais c'est la peur, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, moi je demande que ça, hein, mais voilà, si elle veut pas. L'aumônier, bon c'est autre chose, mais voilà, ça va être un peu plus complexe. Oui. Oui, je voulais compléter un peu ce que Vas-y, disait Jérôme et ce que tu disais. Vraiment prendre dans l'accompagnement vraiment l'ensemble avec la famille, parce que vous avez aussi les gens qui retiennent. Combien de fois j'ai vu ça aussi en soins palliatifs, c'est cette famille qui retient parce qu'elle ne veut pas laisser la personne partir. Et la personne, du coup, se sent retenue. Donc, elle lâche pas prise parce qu'il y a vraiment ce genre de pression. C'est pour ça qu'il ne faut pas être tapé par la famille, qu'il faut rester avec la personne. Complètement. La famille, c'est un autre accompagnement, il ne faut pas tout mélanger. Complètement. Mais vraiment prendre en considération l'ensemble et pas que la personne. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a d'autres questions? Ouais, moi c'était juste. Alors. Une petite réflexion et une remarque qui un petit peu me paraît à moi, qui m'interroge en tout cas. D'abord merci et au docteur Jocelyn et à toi Françoise pour ces témoignages. J'aime bien l'idée, il y a beaucoup de choses que j'aime, et je ne vais pas tout citer. J'aime bien l'idée de l'accompagnement dans notre profession, c'est le cœur. Et donc, il a bien donné les définitions, aller retrouver la personne où elle se trouve pour l'accompagner à faire quelques pas en avant et justement du mieux possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et donc, tout ce qui a été cité me paraît tout à fait intéressant sur le fond. Ce qui m'interroge, c'est cette expression, peut-être à défaut de mieux, on dit... l'accompagnement en fin de vie. Ça laisse penser que la mort est la fin de la vie. Et voilà. Donc c'est une question importante. La fin de la vie terrestre. C'est une interrogation parce qu'on parle de ça, mais en fait on accompagne quelqu'un qui va mourir. Donc on ne parle jamais de la mort. On parle de l'accompagner dans sa fin de vie. On voit bien le débat actuel, que ça fait 10 ans que ça dure, et que la famille qui se déchire et tout ça. Et donc, du coup, si on repose la question sur le fond, donc qu'est-ce que la fin de vie? Il me semble qu'il y a la naissance, la vie et la mort. Pour repartir à. Voilà. Et donc, du coup... Après, chacun ses croyances. Voilà. Mais, un peu délicat. Évidemment. Mais c'est... Voilà, je pense que... Qui va se passer Merci. Et puis on respecte ce qu'elle fait. Oui, ça c'est les premières questions que l'on pose. Voilà, quelle est la... Moi j'ai eu des cas avec mon papa qui... Il est toujours vivant, je rassure tout le monde, mais ça a été très chaud pour lui. Et en fait, il devait passer une coronarographie. Et en fait, soit il a passé et il risquait d'être dedans, soit il ne passait pas et il risquait aussi d'être dedans. Donc le choix était là. Et en fait, il avait des tensions à 20, il était très énervé, en cardiologie, etc. Et ben, j'ai dit, je vais aller le voir. Donc, voilà, avec ma casquette de kinésiologue, j'étais plus sa fille, j'étais la kinésiologue. Et en fait, on a énormément parlé de la mort. Et ça, c'est un sujet que les gens, c'est un peu tabou. Et du coup, c'est ça qui stresse les personnes. Et en fait, il y a un moment, il a pleuré, il a pu exprimer tout ce qu'il avait exprimé. On a vraiment parlé de ses croyances. Comme si, voilà, j'ai les miennes, j'ai les tiennes, on en parle, on en discute, on essaie de trouver ce qui est le mieux pour la personne. Et puis pour finir, l'examen s'est très bien passé, la tension a baissé, et voilà, il a échappé au saut. Mais j'ai eu aussi des gens qui ont eu des chimios, des choses comme ça. La mort est un sujet tabou, et surtout à l'hôpital. C'est un peu le problème, c'est que ça c'est le gros défaut des hôpitaux, c'est clair, c'est que mais non, ça va aller, il est sur son lit de mort, il va bientôt mourir, mais ça va toujours aller. Donc, à un moment, il faut que les gens puissent parler, mais même avec leur famille, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils veulent les protéger. Là, mon papa, c'était tout de suite, sa réflexion, ça a été, moi je m'en fous pour moi de mourir, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà, donc
il faut parler de la mort, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, et par contre, bien sûr, respecter les croyances de la personne. C'est ça. Tiens, derrière toi. Pour répondre sur le sujet de la mort, moi j'ai eu la chance d'assister à des conférences du docteur Charbonnier qui se bat dans les écoles et qui fait beaucoup de choses justement pour qu'on arrête de vivre avec cette peur de la mort. Et ça change effectivement beaucoup de choses. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle La mort expliquée aux enfants et aux adultes, que moi je conseille très souvent, notamment dans l'accompagnement des enfants et des enfants au potentiel qui à 5 ans se disent « c'est quoi la mort? C'est quoi après la mort, maman? C'est quoi ?» Donc c'est un bon petit bouquin et un bon support. Non, je voulais juste dire merci Françoise, et dans ta grande définition de l'accompagnement, je pense que c'est juste la définition de notre métier en cabinet, et qu'elle soit en accompagnement de vie ou de fin de vie ou d'autres choses, c'est la définition de notre métier de toute façon. D'accord. Il y a d'autres qui veulent s'exprimer? Merci.